bonsoir à tous, merci de nous retrouver. On est en direct dans le studio de Boursorama, il est 18h30 pour ce webinaire où on va parler PEA et ETF. PEA, vous le savez, c'est le plan d'épargne en actions, et ETF, c'est ce fonds, ce produit négociable aussi simplement qu'une action qui permet de répliquer un indice ou un panier de valeurs. Vous n'avez rien compris ? C'est pas grave parce qu'on est là pour ça ce soir, on va expliquer tout ça simplement. On va expliquer ce que c'est que le PEA dans le détail, le plan d'épargne en action, on va regarder ses caractéristiques, ce qu'on peut mettre à l'intérieur, comment on peut l'utiliser, avec bien sûr un point particulier sur la fiscalité avantageuse, et puis là aussi on vous dira dans le détail ce que sont les ETF, leurs caractéristiques, comment on peut faire matcher les deux pour avoir un combo, ma foi, plutôt gagnant pour investir en bourse. Pour en parler avec moi ce soir, deux experts, Thomas Vitou, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Et Arnaud Gian, responsable de la distribution France chez BlackRock. BlackRock, je rappelle, partenaire de l'offre Boursobank au travers de sa marque d'ETF iShares et de l'offre Boursomarket. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Laurent, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je le rappelle, on est donc en direct sur le site Boursorama, on est également en direct sur YouTube, si vous nous suivez, que ce soit sur l'un ou sur l'une, vous pouvez bien sûr poser vos questions, on y répondra en direct. On a pas mal de questions, beaucoup de questions qui ont été posées au moment de l'inscription, des questions à la fois sur la thématique du webinaire, et puis d'autres plus expertes, et on va consacrer vraiment un large temps ce soir à y répondre, donc n'hésitez pas, la tablette est là pour ça, et nos experts aussi. On va commencer par la base, Thomas. On l'a dit, on va poser les termes, comme disent les jeunes. Qu'est-ce que c'est que le PEA ? Allez. Plan épargne en action. Voilà, j'avais déjà un petit peu éventé le terme. C'est un compte qui permet en tout cas aux clients particuliers français d'investir. Ce PEA, il existe depuis 1992. C'est un compte qui est réglementé par l'État. Et donc, il y a une certaine fiscalité qui est aménagée au sein de ce compte par l'État. Et il a déjà convaincu à peu près 5 à 6 millions de Français. C'est pas mal, mais on peut se dire qu'il reste encore un petit peu de chemin. Hein ? Il y a encore un petit peu de marge, tout à fait, d'autant que tous les PEA ne sont pas non plus au plafond. On va revenir sur la notion de plafond ultérieurement. T'as raison. Et je tiens également à préciser que c'est bien un PEA par personne. Donc, si on est aussi également un couple marié au sein du même foyer fiscal, c'est jusqu'à 2 PEA. Et que également, un enfant au sein d'un foyer fiscal de 18 à 25 ans qui dépend du foyer fiscal de ses parents peut également ouvrir ce qu'on appelle un PEA jeune. Bon, donc tu nous expliques en gros qu'il faut bien faire attention, c'est un PEA par personne, mais on voit bien que dans un ménage, un foyer, il y a quand même possibilité d'en avoir plusieurs pour le peu que chacun ait le sien, si je puis dire. Tout à fait. Pourquoi, Thomas, c'est une enveloppe qu'on va conseiller souvent quand on débute en bourse par rapport à l'alternative qui est le compte titre? On y reviendra, mais voilà, pour faire simple. Alors d'abord, elle a un double avantage qui est assez simple, c'est qu'elle permet de se projeter à moyen long terme parce qu'il y a un avantage fiscal dans le PEA qui se libère au bout de 5 ans de détention, 5 ans d'ouverture du PEA, qui est finalement un avantage sur les plus-values. C'est-à-dire que mon imposition sur les plus-values, après 5 ans, elle sera uniquement composée de prélèvements sociaux. Il n'y aura plus d'imposition sur les plus-values telles qu'on l'entend. Et à partir de 5 ans, donc, elle permet aussi de se projeter à moyen long terme, puisque avant ces 5 ans, je suis obligé finalement de réaliser des investissements dans mon PEA pour générer de la plus-value sans pour autant pouvoir la débloquer, sous peine de clôture du PEA. Plus-value, on explique vraiment tous les termes ce soir, c'est le fait que je vais investir sur une ou plusieurs actions et qu'elles vont grimper, c'est ça finalement. Alors, je vais revenir sur les valeurs éligibles dans le PEA, il y en a plusieurs. Le PEA, il a été fait surtout pour investir sur les actions françaises et européennes, mais on y reviendra certainement avec Arnaud. Il y a aussi d'autres méthodes pour s'exposer à d'autres zones géographiques dans le PEA. Mais effectivement, c'est l'idée. C'est fiscalité avantageuse, moyen-long terme et produits français et européens éligibles au PEA. Alors justement, faisons un petit point un peu plus précis sur les produits et ce qu'on appelle valeur européenne, parce que la définition change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Tout à fait, je le disais, c'est un produit finalement réglementé, le PEA, mon compte d'investissement. Et dedans, en fait, j'ai des actions, des parts également d'ETF, on y reviendra ultérieurement, mais qui sont françaises et donc européennes, mais au sein de l'espace économique européen. Donc on y ajoute... Et là, on se dit, mais c'est quoi l'espace économique européen ? Alors, on y ajoute le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, par exemple, mais surtout, on va pouvoir s'exposer
dans le PEA aux principales valeurs européennes, c'est-à-dire les principaux marchés boursiers, et aussi aux ETF qui sont des paniers d'actions de ces principaux marchés. Je crois, pour être complètement précis, qu'il faut avoir, c'est ça, son siège dans l'espace économique européen. Et pour les fonds, ça marche comment? Je crois que c'est 70-75%. C'est 75% la proportion au sein d'un fonds qui n'est pas coté en bourse ou coté en bourse comme un ETF, qui doit être c'est des actions donc, qui doivent effectivement avoir leur siège dans l'espace économique européen. Et donc c'est vraiment ces 3 classes d'actifs-là qui sont éligibles. C'est les actions en titre vif directement, les ETF qui sont des paniers d'actions, et les fonds qui sont comme des ETF mais ne sont pas cotés en bourse. Ils ont un fonctionnement un petit peu différent. Donc on ne peut pas mettre d'obligations, par exemple? Non, tout à fait. C'est vraiment pour booster finalement, pour encourager en tout cas les particuliers à investir dans l'économie et dans les sociétés européennes. Je souriais parce que j'adore en fait le passage de... En fait, j'explique ce qu'est qu'un fonds. En fait, c'est un ETF pas coté. Et là, c'est dire qu'on a bien fait notre travail sur les 20 dernières années. C'était l'inverse précédemment. Avant, justement, c'est Mi qui demande quelle est la différence entre un fonds et un ETF. Bah voilà, c'est un peu la réponse a été apportée. C'est un ETF pas coté. Bon, mais on va revenir de toute façon, hein, vous inquiétez pas, sur véritablement la façon de fonctionner d'un ETF. Tu as parlé des plafonds, élément important. Jusqu'à combien on peut mettre et qu'est-ce qu'on entend exactement par la dimension de plafond sur un PEA, Thomas? Alors, il y a effectivement un plafond de versement sur le PEA qui est de 150 000 euros. Ce plafond, il peut être un petit peu étiré par l'ouverture d'un PEA-PME qui augmente le plafond de 75 000 euros. Qui est 225 000. 225 000 au total. Pour ce qui est du PEA jeune, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est jusqu'à 20 000 euros. Et ensuite, une fois les 25 ans atteints, mon plafond il est automatiquement converti sur celui d'un PEA adulte, entre guillemets, à 150 000 euros. Mais ce plafond, il est uniquement sur les versements. Ça, c'est important, oui. Tout à fait. Oui. Si je verse 150 000 euros, mais que j'effectue des plus-values de par les différents placements que j'ai pu effectuer dans mon PEA, finalement, la valeur de mon PEA, elle va être supérieure à ces 150 000 euros. Donc il y a les plus-values, il y a aussi les éventuels dividendes que je peux recevoir de mes actions ou de mes ETF qui distribuent des dividendes. Et donc toutes ces plus-values, ces versements additionnels, finalement, ils vont s'agréger dans mon PEA et il n'a pas de valeur limite, ce PEA. On peut avoir des PEA de plusieurs millions. Et ce que tu disais, donc je peux, si par exemple ma conjointe a aussi un PEA, je peux additionner ces plafonds. C'est-à-dire qu'on peut tous les deux être à 150 000 euros d'investissement. Voilà, tout à fait. On peut additionner ces plafonds. Et je tiens aussi à revenir sur un gros avantage du PEA quand même, comparativement aux autres comptes qui permettent d'investir, comme le compte titre, c'est qu'une fois que j'ai effectué mes versements au sein de mon PEA, donc je verse des euros dans mon PEA, j'ai une partie de mon PEA qui est dédiée au stockage des euros, j'ai une autre partie qui est dédiée au stockage des titres. Tant que je n'effectue pas de retrait de ce PEA, même après les 5 ans, il n'y a pas d'événement fiscal qui se déclenche. C'est-à-dire que toutes mes plus-values, tous mes dividendes qui sont versés dans mon PEA, finalement, je peux m'en resservir pour les réinvestir sans pour autant devoir, dans l'immédiat, mes prélèvements sociaux, finalement, à l'État, à l'administration fiscale. Bon, messieurs, autant vous le dire, il y a déjà pas mal de questions qui tombent, donc on va les poser. Hein. C'est le but ce soir, c'est vraiment de répondre à tous les gens qui sont là et qui nous regardent et qui ont envie d'apprendre plein de choses. Ololo nous demandait comment regrouper les PEA de 2 personnes lorsqu'on se marie ou on se paxe. On les regroupe pas en fait, c'est ça. C'est un par personne, effectivement. Voilà. C'est vraiment individuel le PEA. Ça peut être des discussions sympas le soir. Tiens, t'as mis quoi dans le tien? Alors voilà. Tout à fait, ça permet de faire l'exercice. Et puis peut-être d'avoir des expositions un peu différentes sur chacun des PEA des conjoints. Donc, en tout cas, on ne les regroupe pas. Wall nous demande, peut-on investir en SCPI? Donc ça, c'est la pierre papier, Société Civile de Placement Immobilier, au sein du PEA. Thomas? Non, pas du tout. C'est effectivement un actif intéressant, l'immobilier, et la SCPI notamment, mais c'est pas du tout l'objet du PEA. Ok, on a déjà Louis qui nous demande déjà les frais sur les ETF. Vous êtes un petit peu en avance sur la musique, Louis, mais ça va arriver dans très peu de temps. On l'a dit, le gros avantage du PEA, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, Thomas, c'est l'avantage fiscal. Alors, c'est le moment d'être super pédagogique sur la façon dont ça fonctionne. Très bien. Donc, l'avantage fiscal... finalement, le délai des 5 ans, il court dès l'ouverture de mon PEA. Aujourd'hui, j'ouvre un PEA chez Bourseau. C'est minimum 10 euros pour verser, pour confirmer l'ouverture de mon PEA. Ce versement en fait d'euros, il nous permet, nous, à Bourseau,
de confirmer que le versement était effectué à la date, aujourd'hui, admettons, 14 avril 2026. À partir de là, mon délai de 5 ans court. Avant ces 5 ans, j'ai tout intérêt à ne pas retirer de somme de mon PEA. Si je le fais, ce PEA, il va être clôturé. D'accord. Donc ça, c'est fini. Ça veut dire clôturé, c'est terminé, quoi. Clôturé, c'est terminé. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Il faudrait réouvrir un autre PEA ultérieurement. Il n'y a pas de retour en arrière. Après ces 5 ans, si j'ai réalisé des plus-values sur mes versements et sur ces versements ont été convertis en investissement, je réalise des plus-values. Là, je ne suis plus redevable de ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax en français, qui est actuellement de 31,4%. Alors pour ceux qui sont restés à 30, on précise qu'il y a eu 1,4 points de CSG qui sont passés au 1er janvier. Et tout à fait, c'est les prélèvements sociaux qui ont été augmentés. Ils sont passés de 17,2% à 18,6%. Oui. Et après ces 5 ans, c'est uniquement ces prélèvements sociaux qui sont dus. Parce qu'on oublie l'impôt sur les plus-values de 12,8%. Et ça, en fait, ça rend vraiment compétitif le PEA parce que si on le met en comparaison avec le compte titre ou l'assurance vie, cette condition des prélèvements sociaux, elle est valable tout le temps. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de plafond. Oui. C'est vraiment l'argument de choix du PEA finalement. Je regarde sur ma tablette, ça tombe, mais ça tombe à flux continu. Justement, il y avait une question de Jo qui nous demandait, avant les 5 ans, quelle est l'imposition sur la plus-value ? Et bien là, vous l'avez dit, c'est 31,4, c'est ça ? C'est la flat tax. Prélèvement forfaitaire unique. Je regarde, le PEA jeune. Ah, tiens, ça c'est une très bonne question de Liquet. Le PEA jeune passe-t-il automatiquement au PEA normal lorsqu'on a 25 ans ? Oui, tout à fait. Il est converti par la banque. Et vous pouvez également déclarer, si entre 18 et 25 ans, vous déclarez vous-même vos impôts finalement, vous pouvez le déclarer à Bourseau ou à votre banque, mais en l'occurrence là c'est Bourseau. Nous on va faire nous-mêmes finalement le passage du PEA jeune au PEA adulte entre guillemets. Ok, alors je bouscule un peu l'ordre du jour Thomas, mais on se l'était dit, on savait que ce serait un petit peu le motif ce soir. Ololo nous demande quelle est la différence entre un PEA et une assurance vie. L'assurance vie, c'est un petit peu différent. Lorsque j'achète des titres dans mon PEA, je suis effectivement détenteur des titres. C'est-à-dire que je suis actionnaire, donc j'ai des droits, je peux participer aux assemblées générales, je suis vraiment responsable, propriétaire de mes valeurs mobilières, de mes titres. Dans l'assurance vie, c'est un petit peu différent. Il y a un petit peu une triple relation. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a ma banque, Bourseau, et il y a aussi mon assureur. Par exemple, l'assureur de Bourseau Vie, en l'occurrence, c'est Generali, pour prendre le cas de l'assurance vie proposée par Bourseau. Et le fonctionnement, il est un petit peu différent parce qu'il va y avoir des frais de gestion dans mon assurance vie. Les avantages fiscaux, il va également y avoir des avantages fiscaux en fonction de la durée de détention, à partir de 8 ans. Voilà. Mais il y aura aussi des plafonds sur ces avantages fiscaux. Et surtout, l'assurance vie, c'est un formidable outil, mais aussi pour la transmission. Donc c'est différent du PEA, mais c'est aussi complémentaire. Et puis, Thomas, on peut quand même se dire, je vais prendre mon petit maillot assurance vie, c'est un placement dans lequel on peut mettre beaucoup plus de choses. On peut mettre du fonds en euros pour la partie sécurisée, on peut mettre des supports immobiliers, des OPCI, on peut mettre des titres vifs, tu l'as dit. Donc, c'est un placement qui est le PEA, il est vraiment plus dédié à l'investissement d'actions finalement. Tu es d'accord avec moi ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors si on va un petit peu plus loin, le PEA-PME permet aussi d'étendre un petit peu le périmètre de produits éligibles du PEA, mais effectivement, il n'y a pas les mêmes... c'est pas le même mode de détention finalement de mes actions ou de mes ETF, et ça poursuit pas aussi le même objectif. Mais c'est complémentaire. Ned nous dit, pourriez-vous détailler ou redétailler ce qu'est la flat tax ? Allez, on rappelle ce que c'est. La flat tax, donc qui était de 30%. Donc prélèvement forfaitaire unique, c'est la même chose. Les deux sont équivalents. Voilà, tout à fait. La flat tax, pour son petit nom vulgarisé, c'était effectivement à 30% avant cette hausse. Donc en 2026, elle est passée à 31,4%. Et si je peux apporter une information qui peut être intéressante pour nos clients, cette hausse, elle concerne tous les PEA qui ont été ouverts depuis 2018. Donc, si j'ai ouvert mon PEA en 2025, ma flat tax applicable au PEA, en l'occurrence pour le... Voilà. En fait, si mon PEA, comme la hausse concerne les prélèvements sociaux, je vais y arriver. Si mon PEA a été ouvert de 2018 à 2025, je suis quand même concerné par la hausse à 18,6% sur les prélèvements sociaux. Il y a vraiment une antériorité. Donc il y a un effet rétroactif, en fait. C'est ça que tu nous expliques. Oui, tout à fait. Bon.
pas très cool ça. Cindy nous demande, mais pour quelle raison, après cette durée de 5 ans, la fiscalité change? Est-ce qu'on peut lui dire, c'est parce que le législateur l'a voulu comme ça, tout simplement? Il y a une vraie volonté aussi de l'administration fiscale et surtout du législateur français, finalement, d'encourager l'actionnariat individuel et sur nos sociétés françaises et européennes. Et puis sur long terme, c'est ça aussi, le délai de 5 ans, Arnaud, c'est de dire que quand vous rentrez, c'est pas pour, comme ça... peut-être aussi ancrer l'horizon d'investissement pour l'investisseur particulier et aussi sur le fait qu'on a envie de stabilité, quoi, finalement. Oui, bien sûr. C'est pour financer l'économie. Donc, voilà. On le fait en fait par cette démarche d'actionnariat. Mais effectivement, l'idée, c'est pas forcément de boursicoter avec des entrées-sorties et de faire ces mouvements. Alors attention, VP nous met en garde, vous vous exprimez avec de nombreux termes compliqués pour des néophytes. Pouvez-vous davantage banaliser vos propos? Écoutez, VP, on va essayer de le faire au maximum, puis n'hésitez pas, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, vous avez le droit de nous demander de les expliquer. D'ailleurs, Lewis nous demande comment se passe le mécanisme de plus-value. On va revenir à la base, c'est quoi une plus-value? C'est ça que je te posais la question, Thomas, là-dessus. C'est quoi tout simplement une plus-value? On explique. Eh bien, si j'investis, admettons, sur un ETF iShares, dont la valeur, la cotation est de 100, admettons que je détienne cet ETF pendant un certain horizon de temps, il y a une possibilité, en tout cas j'y crois, si je détiens cet ETF, de réaliser une plus-value, c'est-à-dire que la valeur de mon ETF, elle s'améliore, elle se bonifie, de par le cours des valeurs intrinsèques, les actions qui sont détenues finalement dans ce panier d'actions qu'est un ETF, se bonifient, s'améliorent. Prenons l'exemple du CAC 40 peut-être. Admettons que le CAC 40 s'apprécie, que les sociétés du CAC 40 s'apprécient. Avec la croissance, le carnet de commandes qui grimpe, les résultats qui progressent, voilà, ça on connaît. Il y a plein de raisons à cela. Si la valeur de mon ETF passe à 130 sur un certain horizon de temps, effectivement, j'aurais réalisé une plus-value de 30%, aussi de 30 € dans ce cas-là. Mais c'est ça, en fait, cette notion de plus-value. Et je pense que ce qu'il y a d'important aussi de répéter, finalement, et je pense que Arnaud sera d'accord avec moi, c'est que cette plus-value aussi, elle s'envisage et elle se considère dans un horizon de temps, donc plutôt à moyen ou long terme. C'est aussi ça, investir dans son PEA sur des ETF, c'est dire j'y crois, mais aussi dans le temps. Voilà, c'est important de ne pas non plus revenir tous les jours dans son PEA, etc. Il y a une certaine notion aussi de moyen-long terme, d'y croire, d'être patient et de revenir régulièrement investir si on a effectivement une croyance sur certaines actions ou certains ETF. Bien sûr. On va avancer un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui tombent, mais vous inquiétez pas, elles sont stockées là, on va y répondre. Quand même deux, je voudrais poser avant qu'on aille plus loin, parce que Pitch nous disait, est-ce que vous n'allez parler que du PEA ou aussi du compte titre? Est-ce qu'on n'en profiterait pas, Thomas, pour faire un petit match rapide entre les deux, avantages, complémentarité? On va pas parler d'adversité, mais plus de complémentarité, je pense, dans ce domaine. Très bien, allons-y. Donc le compte titre, il a un univers d'investissement un petit peu plus large. On parlait d'actions beaucoup. Le compte titre, il permet aussi d'aller sur de l'obligation, qui est une manière de s'exposer finalement à de la dette. Le compte titre, il a aussi un point commun avec le PEA, c'est que quand j'achète des actions sur mon compte titre, je suis effectivement moi-même propriétaire de cette action. Donc j'ai un petit peu les mêmes droits sur mes actions ou sur mes ETF. En revanche, là où il y a une grosse différence, c'est sur le fonctionnement autour de la fiscalité. Si je génère une plus-value, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'investis 100, j'ai 130. Lorsque je revends mon titre à 130 dans mon compte titre, je déclenche immédiatement la fiscalité, finalement, un événement fiscal. Certes, Bourseau ne va pas effectuer pour moi le prélèvement de la flat tax, mais dans un an, l'année prochaine, je serai redevable finalement de l'imposition immédiatement. Tandis que sur mon PEA, je pourrais me resservir de cette plus-value, même si j'ai revendu mon titre, pour le réinvestir immédiatement sans devoir la fiscalité liée à cette plus-value. Et c'est ça la vraie force du PEA. Le compte titre, il est différent. Il permet d'aller un petit peu plus loin, il est plus large certes. Mais c'est deux outils qui sont donc vraiment complémentaires. Voilà, donc dans le doute, ouvrez-en deux, un compte titre, un PEA, vous allez voir, c'est très très utile, compte titre effectivement, avec un très large univers d'investissement. Beaucoup de questions aussi autour du PEA jeune, du PEA adulte, entre guillemets. On avance un petit peu, mais on y reviendra parce que c'est super intéressant. On a beaucoup de questions aussi sur comment ouvrir un PEA sur Bourse-Banque. Question, je regarde parce que j'en ai vu une qui dit attendez. Est-ce qu'il y a une rediffusion de ce live? Oui, King Kun, il y aura une rediffusion de ce live
très très rapidement et qui demandait, voilà, ANMS qui dit comment ouvrir un PEA sur Boursorama. J'ai essayé en vain. C'est le moment de nous expliquer très concrètement comment ça fonctionne. Alors, c'est tout simple. Ah. Il y a vraiment une étape pour le PEA sur Bourso. Il y a évidemment une page donc, qui vous présente un petit peu les avantages, les tarifs, ce qu'on propose dans notre PEA. On va aussi vous proposer finalement une tarification, un tarif qui va derrière être répercuté lorsque vous achèterez des actions. Pour les ETF de BlackRock, c'est un petit peu différent parce que, étant donné notre partenariat avec BlackRock, ils sont proposés sans frais d'achat, les ETF de BlackRock, les ETF iShares, au sein de nos PEA. Et il suffit simplement de regarder un petit peu les conditions tarifaires. On a 3 tarifs assez simples, découverte plutôt pour les débutants, et 2 autres tarifs un petit peu plus experts, traders. Et vous pouvez le faire donc, depuis votre PC. J'en ai un à ma disposition, je pourrais ouvrir un PEA. Ouais. Et je peux aussi le faire depuis mon appli Boursobank hyper simplement. D'accord. Donc là, si on était... Et je dois verser 10 €, attention. C'est ce Je que disais j'allais tout à dire. l'heure, je dois verser 10 €, comme ça, Bourso entérine le fait qu'en date du 14 avril 2026, j'ai ouvert mon PEA. Et c'est ça qui servira de date pour ce fameux délai des 5 ans d'antériorité fiscale. Pour le dire très concrètement, si on en est sur son PC, on va où? On va sur le site Boursobank, c'est ça? Et on va dans la partie épargne? On va donc sur le site Boursobank, tout à fait. Il y a une page, si je vais dans mon appli Bourso, il faut déjà être client Bourso, donc avoir un compte bancaire chez nous. Vous avez le petit menu à droite, très vite j'ai Bourse, et très vite tout en haut j'ai le PEA qui m'est proposé pour ouverture. Bon, allez-y, faites-le en direct. S'il y a des choses qui bloquent, c'est le moment de nous le dire. Voilà pour le PEA. Est-ce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée? C'est celle des frais. Comment ça marche, les frais sur le PEA? Les frais sur le PEA, ils sont sur le PEA de Bourso en tout cas, il n'y a pas de droit de garde. C'est-à-dire que le PEA de Bourso, il n'a pas de frais de gestion, entre guillemets. D'accord. Les seuls frais que je vais avoir, finalement, c'est, admettons, peut-être les frais de gestion de mes ETF ou des fonds que je vais acheter. Mais là encore, ces frais, ils seront déjà imputés de la valeur, finalement, de l'ETF. Mais le PEA de Bourso en tant que tel n'a pas de frais. Lorsque je réalise une transaction, il peut y avoir des frais. Pas sur les ETF iShares à l'achat, en tout cas. Bon, et si je veux commencer, si je suis petit épargnant, petit investisseur, que j'ai envie de commencer par des petits montants, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible. Et j'ai même une petite démonstration à vous faire. Je vais essayer de la faire en 1 minute, en tout cas. On a fait une petite innovation chez Bourso avec nos partenaires. Ça s'appelle le plan d'épargne programmé. Qui est en fait un plan que je peux adosser à mon PEA finalement, les deux fonctionnent ensemble, sur lequel je peux faire des versements automatisés de mon compte courant jusqu'à mon PEA, puis ils sont investis sur 8 fonds. Ce plan d'épargne programmé, je peux l'arrêter, le modifier quand je le souhaite. Ces 8 fonds, il y a 4 zones géographiques que vous voyez là à l'écran. Il y a aussi 4 thématiques, parce qu'on pense que c'est les expositions principales que vous pouvez avoir dans le PEA. Là, vous le voyez, je mets 20 € sur le monde, la France, et 10 €, je crois, tout à fait sur le luxe. Toutes ces expositions sont effectivement éligibles au PEA. Là, vous voyez, c'est mon compte courant, un compte de test. Ici, mon PEA. Pas de panique, si vous n'avez pas de PEA et que vous souhaitez ouvrir un plan d'épargne programmé, on va vous proposer l'ouverture d'un PEA en même temps que la mise en place de ce plan d'épargne programmé. Vous voyez bien qu'on a lié les noms. Juste avant de valider finalement mon plan d'épargne, je vois le montant que j'investis par mois, le détail. Les frais, donc ça c'est les frais de gestion finalement de ces fameux Bourso Monde, France et Luxe. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus à y penser finalement de mon compte courant jusqu'à mon PEA, jusqu'à ces fonds, jusqu'à ces Bourso Monde, Europe et Luxe. Eh bien mon argent est investi tous les mois. Donc c'est un petit peu la solution lorsque je souhaite investir des petits montants et surtout automatiquement tous les mois. Bon. Des 10 €. Voilà, on a présenté les grandes lignes sur le PEA. Encore une fois, si quelque chose n'est pas clair, vous posez votre question. Mais on va aborder maintenant la deuxième partie, puisqu'on a parlé PEA et ETF avec toi, Arnaud. Là aussi, explication de texte, à la fois sur iShares, ce que tu représentes, et sur ce produit assez chouette, on peut le dire, pour les débutants, qui est l'ETF. Avec plaisir. Donc je commence par quoi? Par tu veux. iShares. Allez. Donc iShares, en fait, c'est une marque, tout simplement. En fait, c'est une marque donc détenue par BlackRock. C'est la marque des ETF
de BlackRock. Elle est là depuis bien avant les high autre chose que l'on connaît sur la partie tech. Mais ça fait 30 ans qu'elle existe, un peu plus. D'abord démarré aux États-Unis avec une très forte adoption de ce type d'enveloppe. Là, je ne parle pas de l'enveloppe PEA, je parle de l'enveloppe ETF. Donc quelque chose qui est devenu très très populaire sur les 15 dernières années, et ensuite très rapidement qui a été exporté, donc importé maintenant en Europe, donc depuis 25 ans environ, sur laquelle on a pu décliner une offre qui est extrêmement large, comme Thomas l'a évoqué, disponible sur les comptes titres, un petit peu plus resserré, on va y venir un peu sur plus le tard, PEA, dans l'univers du périmètre de produits éligibles au PEA. Donc voilà pour iShares, donc c'est une marque de BlackRock. Derrière BlackRock, c'est une société de gestion qui gère un peu plus de 14 000 milliards. Voilà, un peu plus de 14 000 milliards de dollars, effectivement, avec différentes typologies de styles de gestion, de la gestion qui est un peu le poumon des ETF dites indicielles, dans lesquelles on a en fait un processus de gestion qui est très rigoureux, avec un objectif de délivrer la performance d'un indice boursier. Et on y reviendra un petit peu, de la gestion plus traditionnelle, avec un objectif de battre, en l'occurrence, les indices de référence, c'est ça, indices de référence, de la gestion obligataire, de la gestion matières premières, et j'en passe. Bon, revenons, là aussi, on se rencontre. Je connais pas ton job, je sais pas ce que c'est qu'un ETF. Comment tu vas pouvoir m'expliquer ça en 1 minute chrono afin que je comprenne tout? C'est ça ton défi ce soir? J'aimais bien déjà la définition. Trop facile, ça. Donc, l'ETF, c'est une structure juridique de fonds. D'accord. Okay, donc, c'est un fonds comme un OPCVM. À l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un portefeuille d'actifs, actions, obligations, etc., diversifié par nature. Donc, c'est-à-dire qu'on a une collection de valeurs. Donc ça permet d'avoir ça. Deuxième particularité essentielle, c'est qu'elle est cotée en bourse. ETF, déjà, en termes d'acronyme, c'est Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds qui cote en bourse. Cette cotation en bourse amène deux choses: une liquidité, une transparence à tout temps. Et donc ça permet d'avoir vraiment cette agilité. Donc on va pouvoir, opérer à tout moment de la journée, donc, alors que ce n'est pas le cas en fait pour d'autres types de supports. On a parlé, que ce soit en assurance vie ou en compte titre, mais des fonds traditionnels, on ne va pas pouvoir agir à 10h30 quand Trump a tweeté sur telle valeur, etc. Là, en fait, on va pouvoir le faire sur cette collection de... Donc ça s'échange aussi, ça se négocie aussi simplement qu'une action. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. C'est quoi les autres avantages de l'ETF, notamment pour un débutant là aussi? Alors déjà, un autre gros avantage de l'ETF, c'est que je vais faire un gros raccourci. Vas-y. Mais ça représente vraiment 95% de l'univers des ETF en Europe aujourd'hui. C'est que pour la large majorité, le style de gestion est un style de gestion dit indiciel, donc dans lequel l'objectif de cet ETF, ça va être de délivrer la performance d'un indice. C'est ça. C'est ça le truc, c'est-à-dire que finalement, on connaît les grands indices boursiers, le CAC 40, le Nasdaq, le Dow Jones, le Nikkei. La promesse de l'ETF, c'est de dire, finalement, je prends cette action parce que j'adore les actions japonaises, tu as envie de t'exposer aux actions japonaises, prends un ETF sur le Nikkei et tu vas avoir peu ou prou la performance du Nikkei. Exactement. En fait, c'est la promesse. Donc après, pour ces peu ou prou, y a plusieurs considérations. Il y a en fait, nous, en tant que gérant d'actifs, on va acheter la composition du portefeuille et donc de l'indice. Donc, on va détenir ces actions. Il y a bien sûr des frais de gestion qui sont associés. Et en fait, c'est là un des gros vecteurs en fait, de croissance et de popularité. C'est que, en tant que gérant d'actifs, de pouvoir appliquer les pondérations d'un indice transparent connu, quand même beaucoup plus simple que d'essayer en fait de trouver la martingale pour essayer d'avoir une surperformance par rapport à cet indice. Bien sûr. Et donc on arrive à créer des économies d'échelle, à processer le style de gestion, et donc d'afficher des frais de gestion qui sont à peu près 10 fois plus faibles que ce qu'on connaît
sur de la gestion traditionnelle. Et ce Tu peux nous donner un chiffre en grosse moyenne? Alors, c'est vraiment un chiffre indicatif, hein, vous emballez pas, mais voilà. entre 0,1 et 0,2%, D'accord. 0,3% pour les plus chers. Mm. Et en fait, ce poids de ce décalage, quand on le combine à un horizon de placement qui est plutôt long, que ce soit dans le PEA, on a évoqué du 5 ans plus, dans l'assurance vie même plus long, etc., il est significatif. Dans la protection de la performance, on va dire, de ce qu'on va pouvoir obtenir. Donc c'est de là en fait que part la popularité de ces produits. Et je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut absolument aborder, c'est celui de la diversification, parce qu'on en parle sans arrêt. On a aussi des questions qui sont tombées. Les gens se demandent, mais comment je fais pour acheter une action? Alors quand on commence, on ne sait pas forcément lesquelles acheter. Et on se dit, est-ce que j'en achète trop, pas assez? Là, l'ETF, lui, il me permet d'entrer, de me placer et d'avoir finalement, dans un seul produit, cette diversification dont j'ai besoin. Oui, et c'est le but, donc c'est le premier point, en fait, la structure de... et en fait, on ne pourrait pas le faire sans cette technologie ETF. Parce que je ne peux pas mécaniquement acheter toutes les actions. Alors je peux, mais c'est compliqué, ne serait-ce que sur le CAC 40 avec... Mais même alors, CAC 40, c'est presque une exception à la règle, parce qu'on parle de 40 titres. Enfin, t'en as qui valent très cher quand même. Hein. Hermès, déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça. Et puis, en plus, il y a des indices qui sont composés de milliers de titres. Et donc, si je combine tout ça, et en plus avec des poids qui sont différents, donc c'est absolument impossible en fait à réaliser. Et donc là, en fait, on a à grande échelle cette diversification avec on a évoqué les montants, avec une possibilité d'acheter pour 5 euros un ETF, 6 euros, enfin une dénomination très très faible. C'est-à-dire que je peux en fait avoir une mise extrêmement faible, ouais, avec une diversification qui est inégalable. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de diversification et pourquoi on dit que c'est bien? Je voulais juste revenir un peu sur la théorie mathématique et statistique. En fait, si vous voulez, la diversification va permettre d'avoir, pour un même niveau d'espérance de gain, un risque abaissé. C'est le seul outil en finance qui permet de dire, ok, je veux prendre tel niveau de risque, je veux avoir telle espérance de gain, soit j'achète une action avec une certaine espérance de gain, je peux avoir cette même espérance de gain avec moins de risque grâce à cette diversification. J'ai pu combiner différents scénarios et ensuite je peux arriver à avoir cette même espérance avec moins de risques. Et en fait, on le voit bien au quotidien, surtout quand on a des aléas de marché qu'on connaît et puis qu'on connaît depuis... j'ai envie de dire des dizaines d'années, hein, parce qu'à chaque fois on se dit ok, on est dans une en période ce moment où on est dans de l'aléa de marché, oui. Oui, mais en vrai tous les 3 ans il y a quelque chose de et en fait d'avoir moins de risques, ça veut dire moins de baisse au moment où les choses se retournent et donc du coup ça offre une sérénité qui est quand même extrêmement importante pour les investisseurs. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même parler aussi des risques, parce que sinon on va dire ils nous font la mariée trop belle, là, nous présenter uniquement les avantages des ETF. C'est quoi les principaux risques? Finalement les mêmes que pour une action, le risque de perte en capital? Ça oui. Oui, modulo la diversification. Oui. Non mais alors effectivement, quand on parle d'un ETF, encore une fois action, puisque c'est principalement le sujet du jour, on est sur le même risque action que si on les détenait en fait en direct. Donc là, à la différence de ce qu'on évoquait lorsqu'on parlait dans le PEA d'acheter une action en propre, où vous détenez en fait directement les droits de cette action. Là, en fait, vous détenez les droits de ce fonds. Donc vous avez une part de ce fonds, mais derrière, le risque économique, il est le même. Donc le marché action, il va évoluer selon différents facteurs. Il y a des facteurs macroéconomiques qu'on connaît bien, que ce soit l'inflation, la gestion des taux, les matières premières, etc. Et puis il y a des données un peu plus idiosyncratiques qu'on appelle. Donc ça, c'est un mot compliqué, mais pour dire spécifique sur une action. Et donc en fait, c'est toujours cette combinaison des deux. Donc il peut y avoir des phénomènes il y a une action avec une gouvernance qui n'a pas été, ou avec des résultats qui ont été décevants. On est en pleine période de publication. Et c'est là où en fait
le pouvoir de diversification permet d'avoir un bénéfice par rapport à des détentions en direct d'une collection d'actions qui serait beaucoup plus restreinte et concentrée que dans un ETF. Bon, dites-moi, monsieur Gian, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme gamme iShares qui est éligible au PEA? Alors, on a une gamme d'une vingtaine de produits. Ouais. Je ne sais pas si on peut Si, on va l'afficher à l'écran, bien sûr. Voilà, ça y est, elle vient d'apparaître. Dans lesquels on va retrouver, j'ai envie de dire même d'abord, hein, pour commencer simple, des fonds dans lesquels on a une collection d'actions de la zone européenne qu'on a évoqué avec le fameux siège social et dans les proportions que tu as rappelées, 70%. Je sais plus, 75. à chaque fois 75. À chaque fois j'ai un doute sur le 70-75. 75. 75% donc de la composition de ces fameux indices et ETF, et dans lesquels on va retrouver une certaine granularité. Ils sont là depuis assez longtemps. À la fois en fait soit une exposition dite régionale, et donc vous allez la retrouver donc au travers de différents indices, Eurostoxx par exemple, avec l'Eurostoxx 50, vous allez la retrouver dans la famille des Explique MSCI. un peu, parce que je pense que les gens sont perdus, ils voient arriver ces noms, ils sont super compliqués. Tu nous parles d'exposition régionale, Eurostoxx 50. Alors, voilà. voilà. Donc là, je suis sur la deuxième catégorie que vous voyez à l'écran. Donc dans la partie Action Europe, Eurostoxx 50, il s'agit d'un indice composé... Pardon, il fait le changement allez, je vais de le faire. température. Des 50 plus grosses capitalisations. Les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. De la zone euro. Donc, la zone espace, oui. Exactement. En zone euro. Non, oui, c'est zone euro. Et donc, vous allez retrouver ces produits. Dans la famille d'un autre fournisseur d'indices, MSCI, qui est assez connu dans le marché, vous allez retrouver ce qu'on appelle le EMU, donc EMU. Et donc ça, c'est l'espace justement de l'Europe monétaire Union. D'accord. C'est encore une fois cette même zone, et dans lequel, ici, on n'est pas sur les 50 plus larges, on est sur un spectre beaucoup plus large que ça. Donc on est sur un peu plus de 500 valeurs, et donc là, en fait, j'obtiens ma fameuse diversification, et donc j'investis sur la zone en quasi-globalité, en tout cas, toutes les actions, on va dire, de grande capitalisation boursière de toute la zone euro. Alors, attends, parce que là-dedans, on le voit, il y a des secteurs, on voit un secteur automobile, on voit de la tech, on voit des banques. Donc ensuite, dans ce périmètre d'éligibilité, on va pouvoir aller plus loin en granularité, on va pouvoir affiner, et donc et décliner avec des zones qui sont de pays distincts. Donc, on va avoir retrouvé l'Allemagne. Donc, l'indice phare allemand, c'est le DAX. Le DAX. Qu'on va pouvoir retrouver ici. On va bien sûr investir sur la France. Donc là, c'est au travers d'un indice d'MSCI, et qui est très proche en fait de ce qu'on connaît en termes d'indices français. D'accord. Et donc là, c'est les grandes capitalisations boursières. Et ensuite, on va pouvoir affiner avec effectivement des secteurs. Donc je suis sur, encore une fois, ma zone euro, et je vais avoir effectivement uniquement les valeurs qui appartiennent à une industrie donnée. Et donc on va retrouver la technologie, l'automobile, avec un son biais allemand que l'on connaît bien, ou encore les bancaires, dans lesquels effectivement on retrouve nos fleurons français très bien représentés. Ça, c'est pour la première grosse catégorie. Oui. On va avoir aussi une gamme plus durable, on va dire, donc dans lesquelles on intègre. C'était une question posée au moment de l'inscription. Est-ce qu'on peut investir responsablement dans des ETF? C'est possible. Tout à fait, parce que l'indice en fait de référence va intégrer des critères d'éligibilité de chacune des entreprises. On reste dans le même périmètre cahier des charges, on va dire, d'éligibilité du PEA, mais à l'intérieur, du coup, on va encore affiner, et donc on va avoir ce qu'on appelle un échantillonnage, dans lequel on va filtrer de certaines entreprises qui soit appartiennent à des secteurs qui ne sont pas alignés sur la durabilité ou sur les critères de durabilité, ou même on va pouvoir affiner avec des objectifs au-delà des objectifs
de construction de portefeuille, mais des objectifs extra-financiers donnés à chacune des entreprises à l'intérieur. Et donc, on va retrouver en fait des indices tels que le Paris Align Climate. Ça, encore une fois, c'est aligné sur les accords de jargon, Paris, aligné si sur on le les dit en accords bon de Paris. français. Exactement. Donc il y a cette gamme de durabilité avec ce portefeuille régional. Donc là, on est sur l'univers vraiment zone euro. On va retrouver des matières premières. Oui. Alors là, la personne qui a bien écouté depuis le début, les actions européennes, ok, plutôt les actions. Et là, boum, tu me dis un ETF Voilà, matière première. Ouais. Alors sans être trop technique, explique-moi un peu comment on arrive à faire ça. Je vais même combiner les deux. Donc je vais faire. Donc on va retrouver des matières premières et on va aussi retrouver des actions internationales. Voilà, autre choc pour la personne qui nous suit depuis le début, qui est plutôt nouvelle sur le sujet, qui se dit mais attends, finalement je vais pouvoir mettre des actions internationales dans quelque chose qui est réservé aux actions de l'espace économique européen. Tout à fait. Et quelle est cette diablerie, monsieur Gian? Voilà. Et donc en fait, pour revenir à ce qu'est un ETF et sa construction, donc je l'évoquais, un ETF c'est un fonds. Un fonds dans lequel, par définition, pour être éligible au PEA, je vais avoir des actions de la zone euro. En large majorité, 75% plus. Et c'est bien sûr ce qu'on va avoir dans ces fonds-là. Après, on va associer à ce portefeuille d'actions un contrat dérivé. Un contrat dérivé, c'est quoi ? C'est en fait un accord bilatéral entre le fonds et une contrepartie bancaire, en l'occurrence, dans lequel je vais pouvoir demander à recevoir la performance de l'indice en question que suit l'ETF contre la performance de mon portefeuille d'actions que je détiens dans le fonds. Et en fait, le résultat net entre les deux, c'est que j'obtiens la performance de l'indice. C'est un échange de performance. C'est un échange de performance. D'où le mot swap. D'où le mot swap, exactement. Et on appelle ça dans le jargon aussi de la réplication synthétique. Mais donc ce qui va me permettre effectivement d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on avait dans la gamme, dans des gammes historiques éligibles au PEA, et donc d'avoir une diversification encore supplémentaire, ou alors des zones qui sont un marché qui est un petit peu différent. D'où les matières premières dans lesquelles je vais avoir ce mécanisme. Ici, en fait, on est sur un portefeuille diversifié de matières premières. Donc, on a vraiment l'ensemble du portefeuille, du pétrole, des métaux, de l'agriculture, tout ça diversifié. Et le premier que vous voyez tout en haut, qui est un des plus populaires, c'est vraiment, on est sur... les plus grosses capitales mondiales, c'est ça? Les plus grosses capitalisations boursières mondiales du monde développé. Exactement. Donc on est sur le monde développé, on est sur des actions, on est sur des grandes capitalisations boursières, mais on est sur l'intégralité du marché. Donc on parle de plus de 1400 valeurs. Tout en sachant, Arnaud, qu'il y en a qui pèsent quand même très très lourd. Il y en a qui pèsent très très lourd et en fait qui sont un reflet du coup d'entreprises qui ont très bien fonctionné sur les dernières années, et en fait dans lesquelles, si vous voulez, la part de profit globalisé est représentée au travers de cet indice. Parce qu'en fait, souvent, on nous parle de... là, on dévie complètement et ça rentre un pied du sujet de concentration. Je sens que ça te... Attends, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder, donc on va pas trop s'écarter, mais vas-y quand même. Non, mais en fait, le sujet de concentration, il est problématique si jamais j'ai des valeurs qui, en fait, ont une valorisation complètement délirante et qui en fait, ne génèrent pas des revenus qui sont associés. Là, en fait... on a quelque chose de cohérent parce que ces grosses capitalisations boursières, elles génèrent beaucoup de revenus. Et donc, du coup, En parlant de générer des revenus, il y a eu pas mal de questions qui sont tombées, dont une de Camille qui nous suit sur YouTube. Bonsoir Camille, les ETF permettent-ils d'obtenir des dividendes? C'est une question qui m'a été posée à 2-3 reprises, là, sur la tablette. Alors, bien sûr que vous recevez des dividendes. Il y a par contre deux façons de les percevoir. Et d'ailleurs, vous le voyez toujours si vous avez la liste devant vous. Oui, on l'a toujours. On a des ETF qui capitalisent ces dividendes, dans lesquels vous recevez à l'intérieur de la performance de l'ETF et donc de sa valorisation les dividendes perçus. Dans le cas d'ETF obligataires que l'on n'a pas ici, c'est même des coupons qui seraient réintégrés.
ou alors des parts qui sont distribuantes dans lesquelles l'accumulation des versements de dividendes des entreprises de l'indice et du portefeuille vont vous être versés périodiquement. On va pas le faire tous les jours. Et donc, du coup, 2 fois par an, 1 fois par an, en fonction des cas. Sur les ETF qui sont présents dans cette gamme éligible au PEA, c'est quoi? C'est plutôt des accumulants? Non, plutôt des... Alors, accumulant, c'est la même chose que capitalisant. Oui, pardon. Vous voyez sur Oui. le... Ouais. C'est la majorité. Donc je touche des dividendes, mais ils sont réinvestis et ils contribuent finalement à améliorer la performance de mon ETF. Tout à fait. Bon, question maintenant, ça c'est la première chose. On a parlé des ETF, on a parlé de la gamme, on a parlé de leurs avantages. L'étape suivante, c'est, Arnaud, est-ce que rien qu'avec ces briques-là, finalement, je peux me constituer, c'est une question de Christina, mon portefeuille pour débuter? Alors, tout à fait. Ouais. Comme vous le voyez, on s'est concentré sur le marché action. C'est un peu le concept aussi de cette enveloppe plan épargne action. Et donc, la partie action d'un portefeuille, je peux largement la constituer avec l'éventail des produits éligibles, avec notamment en premier lieu ce fameux MSCI World, qui me donne une diversification très large, qui permet du coup d'obtenir tous les gains que j'évoquais d'un point de vue statistique et théorique. Et donc ça peut me permettre de constituer mon socle de départ. Au-delà de ça, je vais pouvoir construire un portefeuille beaucoup plus riche, dans lequel je peux associer, on l'a évoqué, les matières premières dans une certaine proportion, qui va me permettre notamment de me protéger éventuellement sur des chocs inflationnistes qu'on a bien connus depuis la sortie du Covid. Et donc ça permet justement de créer un soutien. Et ensuite de pouvoir le complémenter avec du coup des envies d'investissement qui sont beaucoup plus ciblées, exactement, soit sur des économies particulières de la zone euro, et donc on pense à France, Allemagne, soit sur des sectoriels qu'on a évoqués, ou soit tout simplement sur la zone économique dans sa globalité. C'est quoi, tu vas me dire que c'est pas une réponse facile et qu'il n'y en a peut-être pas, finalement le nombre de lignes idéales pour commencer? Est-ce que tu te dis, parce que souvent on a la tentation, c'était une question qui est posée au moment de l'inscription, mais pourquoi s'embêter? Et j'en prends un, le MSCI World, et c'est fini, je fais ça. Est-ce que c'est quand même... Alors c'est une stratégie, et c'est souvent la stratégie de départ. Et c'est pas la pire des choses à faire. D'accord, c'est pas une hérésie. Non, puisque voilà, on a cette exposition la plus large possible. Après, en fait, quand on fait ces investissements, on les fait dans un objectif donné. Cet objectif, il va avoir un certain niveau d'espérance de gain. Il va aussi avoir un certain horizon de placement. Et donc, c'est là où on va pouvoir affiner aussi son portefeuille et pouvoir éventuellement exprimer d'autres stratégies d'investissement. Stratégies d'investissement. Pour revenir sur la première partie de ta question, c'était de savoir combien est-ce que je vais mettre de lignes. En fait, dans un portefeuille très classique, en général, on va le constituer avec une dizaine de lignes. Ça, c'est des actions, c'est ça, Non, alors, quand on est vraiment sur uniquement des actions, même avec 10 lignes, on appelle ça quand même... Enfin, ça reste très concentré. D'accord. Et on peut avoir des sueurs froides et avec beaucoup d'aléas. Mais quand on prend des fonds qui eux-mêmes sont un peu concentrés, c'est une dizaine de lignes. D'accord. On va voir. Maintenant, sur des ETF, vu qu'on a des portefeuilles qui sont beaucoup plus larges, on peut en fait avoir un portefeuille déjà bien constitué avec, j'ai envie de dire, une poignée, handful comme on dit en anglais, avec 5 ETF. J'ai un portefeuille qui est déjà très bien constitué. Bon, alors Alexandra n'est pas contente, nous dit, mais c'est quoi BlackRock SVP? Partons des bases. Mais on l'a expliqué, Alexandra, vous êtes peut-être avec nous. BlackRock, c'est ni plus ni moins que quoi, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, je crois aujourd'hui, numéro 1, 14 000 milliards de dollars sous gestion, et donc notamment qui a une marque d'ETF qui s'appelle iShares et qui est représentée par Arnaud Gillan ce soir. J'ai tout bon résumé, Bon, voilà, super. On a des bases.
Ah, mais oui, on est là pour ça. Et justement, ça tombe bien que tu me dises ça, Thomas, parce que j'ai eu énormément de questions de gens qui nous disent « Ok, très bien, tout ça, mais est-ce que vous pourriez nous montrer comment on arrive à choisir, sélectionner un ETF et faire ses premiers achats ?» Ah, tout à fait. Parce que finalement, on parle des grands principes et on est tous pareils. À un moment, on se retrouve devant le PC, devant l'appli, et on coince sur un petit détail. Alors, je compte sur toi pour nous montrer comment ça fonctionne. Eh bien, vous pouvez, j'ai ramené mon PC justement. Allez, c'est le moment. C'était les propos d'Arnaud. On va essayer de retrouver les ETF iShares sur le portail Boursorama. Donc là, d'abord, je commence. Alors par attends, le je PC. regarde si on voit bien ton écran. On voit bien ton écran. On voit bien mon écran. Ouais, ça a l'air bien. Ok, super. Donc là, je suis connecté sur le même compte de test qu'on a pu voir tout à l'heure. Je suis sur le portail Boursorama dans mon compte. Je vais dans la partie bourse, puis dans la partie ETF, logiquement. Et dans cette partie, j'ai un palmarès finalement, qui là va me permettre un petit peu de sélectionner mes ETF. D'accord. Dedans, je vais avoir plusieurs filtres, l'éligibilité notamment, donc au PEA. Si j'appuie sur PEA, donc je vais retrouver un petit peu la liste qu'Arnaud a pu commenter précédemment. Donc là, je sélectionne d'emblée tous les ETF que je vais pouvoir mettre au sein de mon plan d'épargne en action. Oui, tout à fait, Ouais. c'est ça. En fait, c'est vraiment la liste, là notamment avec les ETF iShares, donc qui sont à 0 € de frais de courtage à l'achat. Mais je vais avoir aussi une façon d'apprécier la durabilité avec le label ISR. Je pense qu'on pourra compléter ce palmarès aussi avec des indicateurs comme les accords de Paris, comme on parlait Arnaud précédemment. Je vais avoir aussi très important l'univers finalement. Donc là, en l'occurrence, si je me base sur la liste complète, donc là, c'est tous les ETF iShares qui sont disponibles chez Bourso. Oui. Donc ici, j'ai la liste, notamment en compte titre, mais aussi en assurance vie, etc. Je vais pouvoir filtrer sur un univers, comme on a beaucoup parlé d'actions, je vais sélectionner les ETF obligataires. Là, on peut voir qu'il y en a un petit peu moins, mais on peut s'exposer Bien sûr. à la dette grâce aux ETF aussi iShares. Mais je vais aussi pouvoir finalement engager un petit peu d'autres critères comme la stratégie ou la thématique. On a parlé technologie, allons-y. Et technologie dans le PEA, là je crois que je vais retomber sur le iShares Eurostock 600 technologie. Ah bah voilà, il est là, superbe. Et avec quelques déjà critères pour apprécier mon ETF, la variation par rapport à la veille, la variation 1 an, le risque, l'échelle de risque sur 7. Donc c'est la notation, c'est la réglementation, c'est comme ça. Et une notation fournie par Morningstar, mais qui est tout à fait indicative. Et aussi également, très important, la zone géographique, si là je cherche à m'exposer plutôt à une zone. Donc en fait, mon sélecteur, c'est vraiment l'endroit où je vais pouvoir trouver l'ETF que je recherche. Bien, admettons que je sois au supermarché, oui, tout à fait. C'est un petit peu mon rayon, finalement. C'est ce qui va permettre de faire le tri. C'est un petit peu la même mécanique que de faire ses courses. Ça vous permet de trier, finalement. On peut préciser aussi, c'est un peu plus technique, mais sur chacune de nos fiches valeurs, vous retrouvez un code qu'on appelle un code ISIN. Et si vous avez déjà le code de ce produit, il vous suffit de l'entrer dans la barre de recherche du portail et vous allez arriver du portail d'information ou de votre site client et vous allez arriver directement sur le produit. Et là, on retrouve quoi? Les boutons achat-vente, tout simplement. Les boutons achat-vente, plein d'informations. Je pense que ça mériterait aussi un webinaire dédié sur la fiche valeur, comment finalement j'apprécie mon ETF ou mon action avec toutes les informations dédiées. Mais je vais y revenir, ça, un petit peu à la recherche par libellé et par filtre, parce que j'ai aussi ramené une deuxième démonstration là, qui est sur l'appli Boursobank. Okay. Je crois qu'on est de plus en plus de clients et on est de plus en plus investisseurs à passer par le téléphone. Ça va plus vite. Donc on regarde ça. Donc on regarde la vidéo. Tout a marché pour le moment. Alors je vois, visiblement oui. Hop. Et ça va se lancer. Et ça se lance. C'est magnifique. Alors nous on le voit pas en plateau, mais je confirme que ça fonctionne pour les gens qui nous regardent. Super. Si je peux l'avoir en même temps, ça m'aidera à la commenter. Voilà, ils sont super en régie. Bon, je suis dans mon PEA de test ici. Donc j'ai la valorisation totale de mon PEA en haut, les espèces, donc mes euros dispo dans le PEA, la valorisation de mes titres, mes plus-values, les versements, le fameux plafond de 150 000 euros et la date d'ouverture, qui me permettent un peu d'apprécier les caractéristiques principales de mon PEA. Juste en dessous, j'ai le plan d'épargne, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est mon investissement accessible, simple, automatique. Toutes les entrées du PEA, évidemment, pour pouvoir un petit peu me utiliser finalement ce compte et toutes les options qu'il propose. Là, si je descends un petit peu, je vais avoir aussi les quelques titres que j'ai au-delà de mon plan d'épargne en direct. Bon, il y a des ETF, des actions, on ne va pas y revenir, ce n'est pas le sujet. Mais si je veux investir finalement mes euros dans mon PEA, j'ai ce menu. Il y a la recherche par le code ISIN, Laurent, tu en parlais tout à l'heure, code à 10 chiffres, par le nom. Là ici, si je tape iShares, je retrouve
tous les ETF Tous qu'a les pu vous produits, présenter Arnaud. pertinents. Il y a un petit libellé PEA en bas à droite là, qui vous permet de Ouais. retrouver ces ETF iShares éligibles au PEA. On retrouve notre MSCI World Swap PEA. Tout à fait, j'ai le cours et la variation, et là j'ai à nouveau ce fameux champ, ce fameux filtre, univers qui me permet de chercher l'univers qui m'intéresse, mon exposition qui m'intéresse. J'ai aussi la stratégie, la thématique, là je le montre bien à l'écran, et aussi la zone géographique, et en fait en combinant finalement tous ces filtres, on va me proposer, le moteur de recherche de Bourseau va proposer la liste des ETF qui répondent à ces critères pour pouvoir trouver en pleine âme et conscience le bon ETF, celui qui me correspond. Là, il y a les 15 du PEA, les 16 qu'a présenté Arnaud, et là, je retombe sur cette fameuse liste des plus de 150 ETF dispo aussi chez Bourseau dans les comptes titres, si j'ai envie d'aller un petit peu plus largement dans ma stratégie d'investissement. Ok. Voilà pour cette présentation. Et toutes que les j'ai démonstrations vidéo ont marché. Ça, c'est un truc assez incroyable. Bien sûr. Question de Lohan, importante. Quel est le montant minimum de l'ordre pour bénéficier de l'offre Bourse Market sur les ETF éligibles? Et tu t'en doutes, Thomas, il y a aussi beaucoup de questions sur YouTube sur ce minimum qui est, je vais divulgacher, de 200 € aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est de 200 €. On l'a rabaissé. Il y a eu effectivement quelques changements autour de ce Évolution, montant. ouais. Il avait augmenté précédemment. Là, on l'a rabaissé à 200 €. C'est le cas pour tous les ETF qu'on peut acheter chez Bourseau aujourd'hui en PEA ou en compte titre. Mhm. Dans le cadre de l'offre Bourse Market. Dans le cadre de Ouais. l'offre Bourseau Markets, voilà. Mais si vous voulez vraiment si vous tenez à ne pas payer finalement de frais à l'achat, c'est vraiment par les ETF iShares qu'il faut passer. C'est 200 €. On a conscience que c'est un gros enjeu. Je pense que le sens de l'histoire aussi, c'est de pouvoir baisser ce montant et de le rendre de plus en plus accessible pour les clients. Il y a aussi le plan d'épargne, mais voilà. C'est le seul actuellement en vigueur chez Bourseau. Est-ce qu'on peut se dire aussi que 200 €, finalement, on peut espacer un peu ces versements et que ça permet, voilà, au lieu de mettre 100 € tous les mois, on met 200 € tous les 2 mois et on s'y retrouve à peu près? Alors, si j'ai une très petite bourse, entre guillemets, bien voilà, sûr. et que je peux investir que 100 €, je peux aussi effectuer mon versement ponctuel ou mon DCA, comme on aime le jargonner aussi. Ah ben, on va en parler. Si j'ai que 100 €, j'attends tous les 2 mois, c'est aussi un très bon point d'entrée. Je rappelle quand même que les ETF, c'est aussi une exposition qui permet de s'exposer à moyen et long terme quand même au Ouais. marché. Alors, il y a énormément de questions, c'est un truc de dingue. Il y a vraiment beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes. Je vois déjà le chrono qui tourne, mais c'est pas grave. Si vous êtes avec nous, on est prêts pour rester. Je pense je vais vous livrer les questions respectives. Thomas, il y en a plein sur le plan d'épargne, donc je vais t'en envoyer une grosse bordée, puis tu vas nous refaire une présentation du plan d'épargne. Alors, on On va va refaire regarder. un épisode dédié. Hein. Ah, je pense qu'on va être bon pour refaire. Alors, tac, attends, je descends, parce qu'il y en a énormément, Le plan d'épargne programmé est investi sur quels ETF exactement? Est-ce que c'est aléatoire? Donc attends, prends-les en réserve, prends des notes si tu veux. Y a-t-il des frais de gestion? Emma nous demande quand on fait le plan d'épargne programmé. Jane qui nous demande peut-on avoir un plan d'épargne sans PEA? Voilà, je descends encore. Est-ce qu'il y a des frais de gestion? Ça, on l'a dit, c'est Charlotte qui nous demande sur ce plan d'épargne programmé. Florence nous demande, cela signifie que le plan d'épargne programmé achète automatiquement des ETF. Maë qui nous demande quelle est la différence entre le plan d'épargne programmé et un DCA classique. Tu vas être bon pour nous expliquer le DCA aussi. Rémi qui nous demande en plan d'épargne programmé, on ne peut pas choisir ses ETF. On va s'arrêter là. Je pense que tu vas être bon. T'as tout en tête? Oui, tout à fait. On Ok. va essayer d'être succinct. Allez, c'est parti. Alors, le plan d'épargne programmé, il est lié au PEA intrinsèquement. Je peux Donc- aussi l'ouvrir en compte titre, mais je voulais un petit peu Ah, présenter ok. le principal aussi. C'est quand même un petit peu le gros atout, c'est dans le PEA finalement, ce plan d'épargne programmé. Ok. Il me permet de m'exposer à partir de 10 €. C'est important d'avoir cette somme en tête parce qu'il y a une règle dans le PEA, c'est une enveloppe pilotée par l'administration fiscale et le régulateur, l'administration. Il y a une règle dans le PEA, quand j'achète une action ou un ETF, c'est que je peux acheter une part de mon action ou de mon ETF. Je peux l'acheter unitairement. La petite innovation du plan d'épargne programmé, c'est que je peux l'acheter simplement en montant. Admettons que j'ai un ETF qui cote à 300 €, je ne pourrais pas acheter une demi-part de cet ETF au sein de mon PEA. En revanche, grâce au fonds du plan d'épargne programmé, je pourrais faire fi finalement de cette règle et systématiquement, toujours et dans le temps, m'exposer à partir de 10 €. Et c'est ça la vraie innovation de ce plan. Au-delà du fait que ce soit programmé et automatique depuis le compte courant, il y a cette innovation-là.
Ensuite, il y avait beaucoup de questions. Il y a ces 4 zones géographiques principales qu'on a retenues. On pourra peut-être les étendre s'il y a des demandes un jour. Et ces 4 thématiques. Mais je pense que c'est le principal et le b.a.-ba pour commencer. Et aussi, chez Bourseau, c'est la seule manière automatiquement de faire mon compte courant, mon PEA, mes investissements automatiquement à partir du moment où c'est mis en place. Les frais. On va parler des frais. Les frais, alors il n'y a pas de frais de transaction. Tout à l'heure, je parlais de frais de courtage au sein du PEA, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des frais de gestion, comme pour un ETF ou un fonds. Ils sont de 0,59% par an. Et ces frais de gestion, ils sont imputés directement sur la valeur admettons que je sois sur Bourse au Monde, que Bourse au Monde vaille 100 €. En fait, c'est au sein de la valeur quotidienne, la valorisation de Bourse au Monde, que sera imputé ces frais de gestion. Pas sur les euros que je détiens dans mon PEA. C'est vraiment sur la valeur de mon titre. Des frais de gestion qui sont mensuels ou annuels, nous demande Maxence. C'est des frais annuels. Qui sont imputés chaque jour sur la valeur du fonds, tout simplement. C'est $1 finalement, mais ils sont bien réels. Très clair. Encore plein de questions qui tombent, donc je vais vous demander d'être super synthétique, messieurs. Allez, question pour Arnaud. Quelle est la différence? On l'a expliqué, mais c'est pas grave, on est là aussi pour ça. Quelle est la différence entre un ETF capitalisant et distribuant? 30 secondes. Capitalisant, on réinvestit les dividendes qui sont perçus à l'intérieur du fonds. Et distribuant, on va les accumuler, mais les distribuer périodiquement aux investisseurs. Très clair. Mission accomplie. Amaury, les ETF ont-ils une durée de vie? Amaury c'est pas notre Amaury, c'est un autre Amaury. D'accord. Non. L'immense majorité, il n'y a effectivement pas de fermeture. Parce que notre réalisateur s'appelle Amaury, donc voilà, on le salue au passage. Question de Nono, que je trouve qu'on n'a pas abordé, mais je pense que c'est intéressant de l'aborder, parce que finalement, c'est sur ça que tout se base. Comment fonctionne un indice? Alors, Arnaud, on va faire explication courte, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de se pencher 5 minutes sur le fonctionnement d'un indice. Alors, l'indice va être un ensemble de règles appliquées à un univers de gestion. Donc, quand on prend l'indice S&P 500... Tu aurais pu prendre le CAC 40. Le CAC 40, en fait, on va prendre l'univers, ça va être les actions françaises. Et ensuite, on applique un certain nombre de règles. Ces règles, ça va être par la capitalisation boursière. Donc, en fait, on va filtrer et ne prendre que les 40 plus grosses capitalisations boursières. Après, il y a quelques règles qui vont venir être supplémentaires sur la liquidité, sur la liquidité, le capital disponible au public, exactement, le flottant. Le flottant. Et donc, on va pouvoir appliquer à cet univers un ensemble de règles. Et donc, ça va nous permettre d'avoir du coup des pondérations sur ce portefeuille. En l'occurrence, pour le CAC 40, c'est pondéré par ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Donc, on va avoir un poids supplémentaire pour la plus grosse entreprise du CAC 40 et un plus faible pour celle qui est plutôt en queue de classement autour de 40. Question hyper importante, et ça aussi c'est important à avoir en tête. Est-ce qu'un indice, ça évolue? Alors en fait, ça évolue... dans sa composition, je veux dire. Alors, en fait, il y a deux aspects. C'est qu'il y a les fameuses pondérations, et il y a la composition. La pondération, elle évolue au jour le jour, et même pas au jour le jour, en fait, c'est à la minute. Puisqu'en fait, j'ai toujours ce reflet de la performance de chacune des entreprises, et donc de sa capitalisation. Et donc, du coup, le poids que je vais avoir à l'intérieur va être modifié au jour le jour. Par contre, je vais faire passer à la moulinette tous mes filtres et tout mon processus sur cet univers de manière périodique. Je ne vais pas le faire quotidiennement. En moyenne, c'est 2 fois par an. Ça va dépendre des indices, entre Euronext pour le CAC. Avec le conseil scientifique des indices, voilà, exactement. Et donc, c'est globalement, on va dire, 2 fois par an que j'applique. Mais est-ce que c'est pas aussi un avantage des ETF de s'appuyer sur des indices qui sont le reflet, finalement, de l'évolution de l'économie vers des sociétés qui sont toujours au top, quelque part? Oui, en fait, là, ça permet de ne pas manquer la nouvelle tendance qui est en train d'émerger, qu'on n'a pas forcément toujours anticipé, et donc de pouvoir s'exposer au progrès, on va dire. Et donc, au fur et à mesure du temps, quand on regarde sa composition, aujourd'hui,
si je regarde d'un point de vue très global, on sait qu'on a un biais américain qui en fait est la conclusion de 20 années de très bonnes performances. On va avoir un biais technologie parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre économie est façonnée par la technologie. C'est eux qui génèrent des résultats, et donc c'est eux qui ont un poids substantiel au sein des indices. Et donc du coup, il y a cette forme d'être dans l'air du temps à l'intérieur de cet indice et de s'exposer là-dessus. Après, on peut vouloir être totalement contrarien en disant l'économie actuelle, c'est pas du tout celle de demain, et moi je veux faire un truc qui est totalement différent, on va revenir à l'âge de pierre ou autre chose, je sais pas. Et donc à ce moment-là, on fait différemment. Mais bon, c'est intéressant. Petite bordée de questions pour Thomas. On va reparler du PEA dans ses fondamentaux. D'abord du PEA Bourso-Banque. Peut-on transférer un PEA d'une banque vers Bourso? Les frais de ma banque lors du transfert peuvent-ils être pris en charge par Bourso? Alors, déjà, est-ce qu'on peut transférer un PEA? Première question. Oui, on peut transférer un PEA. D'ailleurs, il y a des règles. Normalement, votre banque est obligée d'accepter le transfert de votre PEA. Je vous invite, petite astuce, aujourd'hui, vous le retrouverez dans le parcours d'ailleurs de transfert chez Bourso. On le met à disposition. Il y a une banque de données mise à disposition par l'administration fiscale qui s'appelle, je crois, Ficoba. Les gens le connaissent parce qu'ils ont eu des petits problèmes de fuite de données récemment, malheureusement. Alors, peut-être pour de mauvaises raisons récemment pour non, mais ça marche très bien. On va essayer quand même de redonner un petit peu de valeur à ce fichier parce qu'il est très intéressant. Nous, Bourso, pour recevoir votre PEA, finalement, on a besoin du RIB, notamment de la signature d'informations en fait sur ce PEA. Et le RIB, vous pourrez toujours le retrouver dans ce fichier Ficoba, au cas où votre banque souhaiterait, ne vous le mettrez pas nécessairement à disposition, ou ne vous dit qu'il n'y en a tout simplement pas. Oui, on peut. Donc on peut aussi se faire rembourser les frais de transfert jusqu'à 2 fois chez Bourso. Oui. Oui, jusqu'à 2 fois. Et il y a aussi ponctuellement des primes. Je crois qu'en ce moment, il y en a une en fonction de la valeur de mon PEA. On confirme en régie, il y en a une ou pas en ce moment? On va voir. On va voir. En tout cas, je crois que c'est à partir de 1 000 euros de titres ou de cash, ou d'espèces, d'euros détenus dans le PEA. En tout cas, les remboursements, pour les primes, mieux vaut ne pas se prononcer. Voilà, mieux vaut ne pas se prononcer, mais il y a ponctuellement des primes. Je vous invite à aller voir justement la mobilité bourse de versement. Question de Divya, puis-je ouvrir un PEA sur Bourso-Banque si je suis détentrice d'un PEA dans une banque tierce? Ça, je peux vous répondre. Non, Divya, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est un PEA par personne. Canat. Pourquoi doit-on répondre à des questionnaires au moment de l'ouverture du compte? Qui sont pénibles, ces questionnaires? Mais ils sont fondamentaux. Effectivement, c'est un petit peu obligatoire. Je crois qu'il y en a plus en ce moment-là, à l'ouverture du PEA en tout cas de Bourso. Mais si on vous pose des questions, en principe, c'est pour votre bien. Mais aussi parce qu'il y a une réglementation sur le sujet qui pense que c'est pour votre bien. Donc nous, on l'applique parce qu'on est quand même très diligent chez Bourso et on fait attention à l'argent de nos clients et sur quoi ils le placent. Et donc, c'est toujours avec une bonne intention si on vous pose des questions sur vos connaissances, votre expérience, vos revenus ou le patrimoine avant que vous procédiez à vos investissements. On rappelle rapidement les frais sur un ETF, Arnaud, les différents frais. C'était une question de Louis qu'il a posée il y a très longtemps, je voulais y répondre. Entrée, sortie, one-shot annuel, frais de courtage. Alors, si on doit faire... Et tu pourras compléter, bien sûr, Thomas. Frais de courtage, on en a parlé du coup chez Bourso-Banque sur le Bourso Market, sur les ETF iShares, vous n'en avez pas. Les frais de gestion, évidemment, à l'intérieur du fonds, on l'a évoqué, c'est le même mécanisme que Thomas a évoqué sur le fonds, c'est-à-dire que les 0,1 à 0,2% que j'évoquais, c'est le total annuel qui ensuite est découpé en quotidien. C'est ça. Et donc j'ai un 365e de frais qui s'appliquent tous les jours. D'où le côté 1$ qui est évoqué. Mais donc ça vient en fait un petit peu manger, on va dire, la performance nette de cet ETF, donc de 0,1 à 0,2% sur l'année. Ensuite, en termes de frais, si vous voulez, il y a une valorisation qui est faite de manière quotidienne sur un ETF et qui est celle qui est utilisée comptablement, notamment pour la partie fiscale, même si à l'intérieur de l'enveloppe PEA, on l'a dit, qu'il y a cette beauté de ne pas avoir à matérialiser et à cristalliser d'événements fiscaux. Et ensuite, il y a aussi un prix de l'ETF. La beauté de l'ETF, c'est de pouvoir le traiter quand je veux, à un prix donné. Et en fait, ce prix, il va y avoir, comme une action, un cours d'achat, un cours de vente. Et donc, du coup, on peut se dire que l'écart entre le cours d'achat et le cours de vente, qui est en fait de l'ordre de 0,05% ou moins pour la plupart des ETF qu'on a évoqués,
peut être vu comme un coût supplémentaire, mais en fait, il est très comprimé par rapport à ce qu'on connaît sur des actions ou sur d'autres types de supports. Bon, voilà sur les frais. Océane, sur le PEA, existe-t-il est-ce qu'il faut un dépôt minimum? Chez Bourseau, oui, c'est 10 euros. 10 pour euros. marquer, le début de mon PEA. Bon, La date ça d'ouverture. va. Ça va, 10 euros. Question de chérie intéressante. Peut-on, dans un PEA, avoir une partie des fonds en gestion pilotée et l'autre partie en gestion libre? Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle dans le jargon un PEA multipoche? Oui, tout à fait, c'est possible. Et peut-être tu nous présentes très rapidement l'option de gestion pilotée chez Bourseau? Il y a une option de gestion pilotée dans le PEA chez Bourseau. Elle est à la discrétion du client. Voilà, il peut. Donc là, il ouvrir délègue en fait une partie de à sa des gestion. experts, à des gérants experts finalement. Et il y a aussi, il y a une troisième possibilité. J'en parlais. C'est le plan d'épargne aussi qu'on peut mettre en place au sein du PEA. Ouais. Vraiment tout faire. Gestion finalement. pilotée, gestion automatique, si je puis dire, tout à ou fait. gestion libre. C'est bien dit. Bon, Mélie qui voulait être sûr d'avoir bien compris, est-ce que mon PEA sera clôturé même si je n'en sors qu'une partie? Alors on va rappeler que c'est dans la période des 5 ans, voilà, et est-ce que, donc je pense quand elle parle de sortir une partie, c'est donc de retirer une partie de son PEA. Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs, quand on est d'accord, donc on va le redire, quand on négocie des titres à l'intérieur de son PEA, on récupère à un moment du liquide, normal, mais il reste sur le PEA. Ce qu'on appelle sortir du PEA, c'est vraiment l'argent qui est sur le compte espèce du PEA qu'on va retirer pour le mettre sur le compte courant. C'est ça, hein, Thomas, pour Tout à être fait, ouais. vraiment très clair sur le sujet. On parle de retrait, qu'il soit partiel Ouais. ou total, avant les 5 ans, il engendre la fermeture du plan. Il y a des exceptions qui sont prévues par la sécurité sociale, etc. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Il existe des exceptions pour des cas force majeure, qui avant les 5 ans n'engendrent pas la clôture du PEA, mais je rappelle que toute clôture est définitive. Ouais. Et après les 5 ans, je peux effectuer des retraits sans que ça n'ait d'incidence finalement sur la vie de mon PEA. Très clair. Est-ce que je peux me permettre Vas-y, juste Arnaud. de poser une question supplémentaire? Attention. Bien sûr, je ne connais qu'à moitié la réponse. Après les 5 ans, si je décide de retirer une partie, donc mettons que j'ai fait des Oui. versements de Oui. l'ordre de 10 000 euros ou 1 000 euros, et que je retire une partie, est-ce que je rogne sur ma capacité de reverser derrière? Tu veux Oui. dire vis-à-vis de ton plafond, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, le plafond Ouais. de versement, une fois qu'il est consommé, il est effectivement consommé. On n'a pas eu pas mal de questions sur le PEA jeune. Jérémy nous demandait quel est l'intérêt d'un PEA jeune. Et Julie, est-ce qu'il a des avantages sur le PEA jeune qu'il n'y aurait pas sur le PEA normal? Non, c'est exactement les mêmes avantages. Ok. Il y a simplement un plafond qui est capé à 20 000 euros. D'où la question de Jérémy, c'est quoi l'intérêt finalement d'ouvrir un PEA jeune? L'intérêt du PEA jeune, c'est déjà de commencer à pouvoir investir par soi-même, alors qu'on n'est pas finalement fiscalement responsable et reconnu par l'administration en tant que tel. Donc Ouais. c'est vraiment déjà faire ses premiers pas via le PEA, et aussi l'intérêt, c'est de lancer la fameuse date qui Eh oui, permet de parce faire qu'après, il courir le sera délai des 5 converti, ans. c'est ce que tu disais. PHKZ nous demandait à partir de quel âge pouvons-nous ouvrir un PEA jeune? Mes filles ont 6 et 8 ans. Je leur ai ouvert une assurance vie. Ça, c'est super. Un très bon réflexe. Il n'y a pas que le livret A dans la vie. Un PEA jeune serait-il meilleur? Déjà, est-ce que c'est possible? 6 et 8 ans pour commencer en bourse. Alors, le PEA jeune n'existe pas en tant que tel. Effectivement, ce serait une superbe innovation, si ça peut être... Le PEA mineur, tu veux dire? Le Ouais. PEA mineur, Ouais. voilà, le PEA jeune existe, le mineur n'existe pas. L'assurance vie mineure existe, c'est intéressant. Le compte titre mineur, un petit peu de teasing, c'est un de nos projets cette année chez Bourseau. Et on aimerait même l'accompagner d'un plan épargne mineur, finalement, d'un plan épargne programmé mineur, mais lié cette fois au Tu compte me fais un titre, petit peu de teasing pour là. préparer un petit peu l'avenir de nos enfants. Super. Question encore sur la gestion du PEA. Y a-t-il une compensation des pertes par les gains en ce qui concerne les impôts? Alors, c'est une très très bonne question. Ouais. L'événement fiscal a lieu lorsque j'effectue un retrait sur mon PEA. Ouais, tu veux dire qu'avant, finalement, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du PEA reste dans le PEA, c'est ça? Voilà, tout Ouais. à fait. Lorsque j'effectue ce retrait, les prélèvements sociaux après 5 ans sont dus sur les plus-values que j'ai touchées. En revanche, admettons que les moins-values soient supérieures aux plus-values. Ça, ce serait moche. Chose qu'on ne souhaite évidemment Non, pas à c'est nos triste. clients, mais c'est Ouais. possible. Il y a un mécanisme qui existe pour le compte titre qui compense les plus-values et les moins-values, et si les moins-values sont supérieures, elles sont imputables finalement, fiscalement. Ok. Elles sont déductibles. Eh bien, ce mécanisme, il existe dans le PEA, mais qu'en cas de clôture totale. Donc c'est un cas un petit peu
marginal et extrême, si je dois dire. Mais si vous n'avez pas de plus-value et que vous sortez du cash versé après 5 ans, je retire que du cash. TPA nous demandait, dans le cadre d'une clôture d'un PEA lors d'une sortie d'argent avant les 5 ans, l'argent restant est envoyé sur le compte titre, un compte chèque ou autre. Qu'est-ce qu'il devient cet argent quand il sort du PEA ? Il est envoyé sur mon compte bancaire, mon compte courant classique. Ok. VV, faut-il s'y connaître financièrement pour avoir un PEA contrairement à l'assurance vie ? Alors déjà, contrairement à l'assurance vie, VV, pour certaines typologies de placement d'assurance vie, il faut quand même un bon niveau. Pour ces deux produits, peut-on être aidé par un conseiller chez Bourso ? C'est une question là aussi fondamentale. Est-ce qu'il faut s'y connaître financièrement ? Je vais la poser à Arnaud. Est-ce que tu as regagné ta voix un petit peu entre deux ? Ça fait une semaine que c'est comme Ouais, ça. d'accord. Oui, moi j'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a encore quelques années. Déjà, en fait, tous les portails et les moteurs qui sont mis en place dans le cadre de Bourso-Banque permettent en fait de s'y retrouver. Donc beaucoup en fait se font guider au travers de ces différents outils pour démarrer. Donc c'est pas nécessaire d'être accompagné. Oui, et puis il y a une question qui est tombée. De Alex, avez-vous des ressources à recommander pour améliorer la compréhension des ETF et leur choix de notation active carnet d'ordre ? Alors il y a déjà énormément de choses, il l'a dit Thomas, sur les fiches valeurs des ETF. C'est ce qu'on appelle la fiche valeur, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le nom ou le numéro de votre ETF, vous retrouvez énormément d'informations. Et puis il y a aussi sur la rubrique ETF beaucoup de ressources pédagogiques, notamment faites en collaboration avec iShares, beaucoup d'émissions, l'émission 100% ETF, des fiches, des actualités, l'actualité des ETF qui vous permettent de retrouver vraiment énormément d'informations sur cette rubrique. Donc n'hésitez pas à la consulter, rubrique ETF, ETN, et vous allez voir, il y a plein de choses là-dedans. Je regarde, parce qu'il y a encore pas mal de questions qui sont tombées. Justement, c'était une question de Titi, mais tu as répondu finalement, Thomas. Si je détiens un PEA, est-ce que je dois déclarer mes plus-values latentes ou seulement lors d'un cash-out, donc d'une extériorisation de ma plus-value ? Je ne déclare pas les plus-values latentes. Non, effectivement. Voilà. Et il y a également aussi une information importante quand même, c'est que lorsque j'effectue un retrait sur mon PEA, c'est Bourso qui va réaliser en fait le prélèvement, la retenue fiscale qui est due, des prélèvements sociaux, et qui va le verser à l'administration. Donc il y a aussi tout ce mécanisme-là. Et si vous voulez avoir une traçabilité des plus-values latentes, des plus-values effectives, de tout ça, il y a un document qui est fourni par Bourso qui s'appelle l'imprimé fiscal unique, qui reprend sur vos comptes titres PEA et autres, finalement tous les impacts fiscaux qui ont pu intervenir sur l'ensemble pendant la durée de vie du PEA. Sur dividendes, intérêts, plus-values, etc. GG nous demande, est-ce qu'on peut vendre et acheter autant d'actions ou d'ETF qu'on veut ? Alors on va se passer dans le cadre du PEA. Autant dans la limite des règles qu'on a pu évoquer. C'est-à-dire qu'on vous n'êtes pas limité dans le nombre que vous voudriez acheter, mais il y a quand même, on reste sur ce plafond de versement. Limité par les versements, limité aussi par l'univers d'investissement, mais par la technicité financière. Arnaud a aussi montré qu'on pouvait investir dans le PEA sur le monde, les États-Unis, etc. Donc voilà, on essaie de repousser les limites, mais on les a bien décrites, je crois. Alors, des questions, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, enfin on l'a évoqué, une de Sam et l'autre de JMH, mais c'est quoi au fait Bourso Markets ? Bourso Markets, c'est l'offre qui comprend notamment les ETF aussi, mais en fait toutes les classes d'actifs disponibles chez Bourso et qui le sont sans frais d'achat, sans frais à l'achat, parfois sans frais d'achat et de vente aussi. Et donc, il y a les ETF, il y a aussi les fonds dont a parlé Arnaud et dont BlackRock est également partenaire de cette offre Bourso Markets, et aussi d'autres classes d'actifs, on a parlé d'SCPI, etc. Vous les retrouverez, il y a 8 grandes classes d'actifs dispo dans Bourso Markets, un peu partout sur le portail Bourso et le site Bourso Banque. Alors, Emma est un petit peu perdue là, avec tout ce qu'on vient de dire, on va reclarifier pour elle. Elle nous dit, alors, avec le plan d'épargne programmée, on n'a rien à faire, pas besoin de choisir les ETF, tout se fait automatiquement, point d'interrogation, donc on va réexpliquer comment ça se passe au début du plan d'épargne. Et elle me dit, après, on a 200 € de frais pour chaque ETF. Donc, allez, je pense qu'on a fait un petit mix entre l'offre Bourso Markets, le plan d'épargne. Donc, on réexplique bien d'abord le plan d'épargne programmé, comment ça se passe au début, parce qu'après, ça tourne tout seul, si je puis dire. Le plan d'épargne programmé, il est lié à mon PEA. Voilà. Il ne s'ouvre pas sans PEA. Si j'ai pas de PEA, c'est pas grave. En ouvrant le plan d'épargne programmé, on va l'ouvrir avec. Allez. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, effectivement,
pour mettre en place mon plan d'épargne programmée, je choisis 2 choses. Premièrement, le montant, support, le sur support. lequel je veux investir, les 4 zones géographiques, les 4 thématiques. Donc ça, c'est les fonds que me propose BoursoBank. Voilà, tout à Ouais. fait. En partenariat aussi avec ses partenaires principaux. Donc, vous avez aussi la possibilité de regarder finalement quelles sont aussi toutes les actions et sur quoi je vais m'exposer finalement D'accord. quand j'achète Boursomonde ou Boursolux, Ouais. par exemple. Ouais. Et ensuite, le montant. Ça, c'est pour le plan d'épargne programmé. Ok. Ensuite, je crois que j'ai compris 200 Alors attends, euros. on va répéter Oui, les frais sur ce plan d'épargne programmée, c'est... il n'y a pas de frais de versement. Oui, Il y a uniquement des frais de gestion oui, qui sont imputés à la valeur de mon Boursomonde ou de mon Boursolux, Oui. pour prendre l'exemple. Et Arnaud l'a très bien décrit. Mm. C'est sur la valeur, donc c'est une fois tous les et jours. redis-moi toute le l'année. montant, d'accord? C'est 0,59% de frais de gestion. 0,59%. Ensuite, donc, ça c'est pour le plan d'épargne. Ensuite, on va parler des ETF que j'achète comme un grand sur mon PEA dans le cadre de l'offre Bourso Markets. Dans le cadre de l'offre Bourso Markets, tout à fait, là on repasse donc sur les ETF d'iShares, Oui. qui sont les ETF partenaires. Là, le minimum pour investir, c'est plus 10 euros comme le plan d'épargne, c'est 200. D'accord. On parle pas de frais là, on parle de minimum Là, on d'investissement. parle uniquement du seuil d'accès finalement. Admettons que j'ai un ETF qui vaille 50 euros, il faudra qu'il en achète 4. Oui, tout à fait. Hein, tu as fait la Exactement règle. multiplication. Ouais, Ouais. je bien. Et donc, c'est le seuil d'accès. Donc voilà, c'est Ouais. 200 euros. Et là, il n'y a pas de frais d'achat. Et donc, par contre, là, 0% de frais d'achat. 0% de frais d'achat. Mais Oui. comme pour les fonds du plan d'épargne, il y a bien des frais de gestion Oui. de ces produits. Et là, Entre il est 0,1 propre à chaque 0,2, ETF. comme nous l'a expliqué. Emma, j'espère que c'est clair. Vous pouvez encore reposer une question si on n'a pas été suffisamment bon sur le sujet. Alors, je regarde. Est-ce qu'en régie, il y a encore des questions qui tombent? Parce que là, il y en a encore plein. Je pense qu'on peut continuer. Et nous, on est prêt à continuer, hein, si vous le voulez. On n'a jamais débordé autant, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on me dit en régie? Ça crépite. C'est pas grave. Vous êtes encore chaud, là, messieurs, pour continuer un petit peu? Ouais, bien sûr. Allez, ils sont encore chauds. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette question? Est-ce qu'on peut modifier les ETF à l'intérieur du PEA et ce sans frais? Alors, je pense que la question de Co, c'est est-ce qu'on peut finalement acheter et vendre des ETF au sein de son PEA? Donc la réponse est oui, mais pas sans frais. Oui, on Sauf, peut voilà. les acheter sans frais. Oui. À la vente, voilà, il y a effectivement des frais qui s'appliquent. Oui. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant aussi à dire, c'est que finalement, je peux acheter et vendre au sein de mon PEA, mais qu'en fait, malgré le fait que j'achète ou que je vende, tout se passe au sein de mon PEA. Donc en fait, Arnaud parlait d'enveloppe, il y a vraiment cette notion-là. Même si je vends un ETF et que je récupère des euros, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique sur mes plus-values tout de suite. Je pourrais me resservir des euros pour racheter un ETF ou racheter par exemple un fonds BlackRock en fonction de ma stratégie. Il n'y a pas de... Tout est possible dans le PEA. Cette question, elle arrive seulement maintenant, mais on y a droit. Elle est pour toi, Arnaud. Ouais. Cadeau. Comment savoir si l'ETF sélectionné est physique ou synthétique? Et oui, on va reparler du mode de réplication des ETF. Avec plaisir. En fait, c'est assez simple. La nomenclature des ETF, le nom de l'ETF est assez réglementé. Oui. Et donc, du coup, il est relativement imbitable. Oh, alors. Il est assez long, Oui. mais du coup, il va mentionner la notion de swap D'accord. lorsqu'il est swappé. Et justement, c'était une question. J'adore parce que là, je peux transitionner dans les questions. Une question d'Anto, c'est quoi le swap? On revient, c'est... C'est ce fameux Voilà. contrat entre deux contreparties. Donc l'asset manager, le gérant d'actifs, et une contrepartie bancaire pour échanger la performance d'un indice donné. Et donc, du coup, je vais pouvoir recevoir la performance d'un indice qui est défini, qui est l'indice de référence de mon ETF, en contrepartie d'échanger la performance d'un portefeuille d'actions qui n'est pas en fait celle que je souhaitais avoir. Et pour le dire très simplement, parce que tout ça, c'est ta cuisine d'expert de la finance, mais moi, en tant qu'investisseur particulier, pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que finalement, grâce à tout ça, je vais réussir à étendre finalement l'exposition à laquelle j'ai droit, quoi. C'est ça la magie du truc. Exactement, ça permet d'être beaucoup plus souple sur l'exposition à un marché donné qui est plus large qu'autrement. Et si je peux compléter Bien sûr. aussi les propos d'Arnaud, sur le côté physique versus synthétique et capitalisation, distribution, ces informations, elles sont disponibles sur les fiches valeurs des ETF mis à dispo
distribués chez Bourseau, notamment les iShares. Et j'ai présenté tout à l'heure les différents filtres qui sont disponibles sur le site et sur l'application. On va les rendre très bientôt aussi disponibles, ces filtres-là. C'est-à-dire qu'au-delà du nom, je pourrais, dans mes filtres, on va encore mieux ranger les rayons du supermarché, entre guillemets. Je pourrais choisir le facteur, la distribution des revenus capitalisés ou distribués, et un ETF physique ou synthétique. Question définition. Rien ne va être laissé au hasard ce soir. Une pour Arnaud, une pour Thomas. Question basique, mais on est là aussi pour ça. Question de jazz. C'est quoi un portefeuille ? Bah oui, parce qu'on utilise cette expression comme ça, si c'était évident. Alors, un portefeuille, c'est un petit peu lié au compte finalement. Mon portefeuille, c'est tout simplement l'endroit où je vais ranger en 2 compartiments, comme le PEA, mes euros, admettons mes pièces de monnaie, mes pièces, bah oui. et mes titres, donc finalement mes petits bouts de papier qui disent que je suis propriétaire d'un ETF iShares ou d'une action quelconque. Ce portefeuille, il est virtuel, mais l'image physique de Thomas est super. C'est-à-dire d'un côté, vous avez le compte espèce dans lequel il y a les euros sonnant et trébuchant, et puis l'autre, mais et mon titre de propriété. L'équivalent de mon billet de banque, là en l'occurrence. Mon billet de banque, mais qui vaut un titre finalement d'une action ou d'un ETF. Donc voilà, dès que vous avez un petit compte espèce sur votre PA et quelques ETF, vous avez votre portefeuille. C'est tout simplement ça. Et question pour toi Arnaud, qu'est-ce qu'un OPCVM ? Bah oui, ce mot barbare qu'on utilise comme ça, sans prendre la peine de l'expliquer. Oui, donc c'est effectivement la structure juridique de fonds qui, en l'occurrence, est également le cas pour un ETF. Voilà, tout simplement. Ouais. On a encore 4... Allez, on va faire jusqu'à 20h. Si vous voulez encore envoyer des questions en régie, là j'en ai encore certaines, mais il y en a auxquelles on ne pourra pas répondre, parce que je pense qu'il y a une question d'Anto qui demande quelles sont les différences entre l'offre PEA de Bourseau, découvert, trader, expert. Là, je pense qu'il faut aller regarder quand même un petit peu... Lorsque vous ouvrez votre PEA ou vos comptes titres, en fait, les différents seuils et les pourcentages de frais de courtage, ils sont décrits dans l'ouverture de l'enveloppe. Mais si on peut un petit peu vulgariser, finalement, découverte, c'est un petit peu lorsque je débute et que j'ai l'intention de passer finalement des ordres d'une taille assez modeste dans un premier temps. Je pourrais changer mon tarif de courtage en cours de vie de mon compte titre ou de mon PEA. Trader ou Ultimate Trader, surtout Ultimate Trader, donne aussi accès à des outils boursiers qui sont un petit peu plus sophistiqués, mais en échange, je m'engage aussi à avoir des montants qui sont peut-être un petit peu plus élevés. J'aurai des coûts moindres, mais finalement des montants d'ordre peut-être un peu plus élevés. Et je souhaite aussi dire quelque chose qu'on n'a pas dit depuis tout ce début de webinaire, c'est que les frais aussi, le montant maximum, le pourcentage maximum de frais, lorsque je passe un ordre dans un PEA, c'est 0,50%. Je passe un ordre de 100 €, le montant maximum, ce sera toujours 0,5% sur une action ou un ETF. Ça, c'est très important. D'accord, important de le savoir. Tiens, on n'a pas abordé cet aspect-là. On va le faire parce que vous allez voir que c'est pertinent. Question qui a été posée sur YouTube. Comment utiliser les ETF pour préparer sa retraite ? Question à Thomas et Arnaud, parce que je pense qu'on a une réponse toute adaptée pour ça. Je crois qu'il y a une expertise et un partenariat avec Bourseau sur la retraite. Semblerait, peut-être, mais c'est peut-être le moment de nous en parler. Allez, vas-y, commence. Il y a le plan d'épargne retraite qui existe, donc pour faire une petite transition avec Arnaud, c'est aussi également là une enveloppe fiscale. Alors, on ne va pas rentrer dans le père ce soir. On a fait plein de webinaires sur le sujet, vous y renverrez. Ça existe, voilà. Il y a une incitation fiscale aussi, un fonctionnement qui est très différent, on peut y revenir en long, en large, et on est en partenariat, donc il y a une possibilité d'investir, de le préparer sa retraite avec des ETF dans le PER, mais là c'est plutôt avec BlackRock qu'on a justement également. Oui, mais on retrouve en fait des ETF dans ce PER1, c'est ça, parce que finalement c'est aussi un produit qui est pas mal pour préparer sa retraite. Oui, exactement. En fait, conceptuellement, l'investissement retraite, et donc dans ce cadre juridique du plan épargne retraite, on a cette notion d'investissement sur le long terme. Et en fait, je l'évoquais, la mécanique de gestion, les économies d'échelle et donc des frais de gestion qui sont comprimés, permet de préserver et de capitaliser un maximum sur cette notion d'investissement sur le long terme. Et donc, du coup, je peux le faire avec, dans le cadre de cette incitation fiscale qui est donnée au travers de cette enveloppe qu'on réexpliquera lors d'un prochain webinaire, mais aussi très naturellement dans un compte titre
ou dans le PEA, parce qu'on a évoqué les 5 ans minimum pour bénéficier des avantages, ou alors 8 ans sur l'assurance vie, et en fait, il n'y a pas de durée maximale. Donc si je décide en fait d'investir sur le long terme et que je veux garder une certaine souplesse, etc., je peux le faire très largement dans le cadre d'une préparation de retraite sur des investissements très longs. Il n'y a pas que le PER, c'est complémentaire. Oui, c'est ça, exactement. Soufiane nous demande, est-ce que le webinaire sera publié sur YouTube et ailleurs? Eh bien oui, Soufiane, il sera publié sur YouTube et sur le site Boursorama très très rapidement. J'espère en tout cas vous pourrez le retrouver en intégralité sur ce qui s'est dit ce soir. Annabelle s'inquiète, c'est jusqu'à quand l'offre Bourso Markets? Toujours, je l'espère. En tout cas, on a envie de proposer le plus longtemps possible. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas quelque chose de temporaire. C'est pas une offre qui serait limitée sur quelques mois. Permanente. Voilà. Oui, alors attendez, parce que je réponds aux questions avant même qu'elles soient visibles sur la plateforme. Ça va être un petit peu compliqué pour les gens qui nous regardent. Waouh! Est-ce que j'attaque cette question-là à 20h? Eh ben oui, on va le faire. On n'a peur de rien. G nous demande... Achat au marché, qu'est-ce que cela veut réellement dire? Pouvez-vous l'expliquer? Pouvez-vous décrire les différents types d'ordres? Alors déjà, première chose, là aussi, on a un webinaire complet sur le sujet qui explique les différents types d'ordres et il sera super utile pour vous pour comprendre exactement la différence entre les types d'ordres. Ceci étant dit, ça ne nous interdit pas de faire une petite réponse. Et tout à fait. On a le webinaire Bien passer ses ordres avec Euronext qui a quelques mois maintenant. Vous le retrouverez aussi sur Boursorama et sur YouTube. Sur la rubrique vidéo, sous rubrique... Voilà. Ou sur Google, si vous ne le trouvez pas, vous tapez. Ça, alors, trop facile. Passer un ordre au marché, ça signifie que finalement, peu importe le cours auquel je vais être exécuté, ce qui m'intéresse quand je passe un ordre au marché, c'est la priorité. C'est que je souhaite être prioritairement exécuté. Peu importe la contrepartie qu'il y a face à moi dans le carnet d'ordre, ce qui m'intéresse, c'est d'être exécuté immédiatement et le plus rapidement possible, peu importe le cours. Dit comme ça peut faire un peu peur. Mais sur des actions qui sont très liquides ou sur des ETF qui sont également aussi sur une séance de liquides, bourse normale où on n'est pas en pleine euphorie ou en pleine panique. Aussi, il y a aussi ce facteur un petit peu volatilité à prendre en compte. Mais sur des actions ou des ETF qui sont la plupart du temps très liquides, passer un ordre au marché finalement n'a que peu d'impact sur la qualité du cours auquel vous serez exécuté. Océane s'inquiète, je pense qu'elle nous a suivis depuis le début et elle a ouvert son PEA. Bravo Océane, il y a 5 minutes. Félicitations. Avec le plan que vous proposez, j'ai été prévélé et je ne vois pas mon PEA sur mon application. Elle s'inquiète, mais on peut la rassurer. Je pense que son PEA est toujours pas visible sur son appli. Ah, alors tout à fait, c'est possible. Il peut mettre un petit peu de temps à redescendre, mais pas d'inquiétude. Il va arriver. Un déco-reco, comme on dit vulgairement. Donc ça veut dire déconnectez-vous, essayez de vous reconnecter à l'application Océane et je pense que ça va être visible très 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 vite. De toute façon, en tout cas, les marchés français sont fermés pour le moment. On peut patienter sereinement jusqu'à demain. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs, parce qu'il y a encore des questions. Je regarde sur YouTube aussi s'il y a... Non, on est pas mal. C'est un record ce soir, 20h02, plus d'une heure et demie de webinaire. Écoutez, on espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, en tout cas la plus grande partie. Merci beaucoup Arnaud, avec sa voix éraillée, mais qui a quand même fait l'effort d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Thomas. On espère encore une fois qu'on a pu vous aider, qu'on a pu rendre tout ça le plus clair possible, le plus simple, le plus concret. On voit aussi avec la demande qu'il faut peut-être faire plus régulièrement ce type de sujet, et donc pourquoi pas refaire une édition un petit peu plus tard dans l'année. En tout cas, je le disais, le webinaire sera en replay disponible d'ici quelques jours sur le site de Boursorama, sur YouTube, et puis vous connaissez la chanson, restez encore avec nous quelques secondes après le générique de fin pour remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, bonne soirée et à très bientôt.